tu parlais de l'ombre et de la lumière, Ouais, entre les deux, il y avait les sept couleurs. ouais, pour passer de la lumière, donc effectivement, qui est toute blanche, euh, on va dire à l'ombre, parce que c'est une ombre, on ne parle pas de nuit d'ailleurs, on dit toujours l'ombre et la lumière. L'ombre, ça veut dire qu'il y a de la lumière. Autrement, s'il n'y a pas de lumière du tout, on ne parle pas d'ombre, on parle de nuit. Hein, il n'y a plus de lumière. Donc là, on pourrait dire que entre la lumière, qui est en fin de compte le blanc pur, hein, si tant soit peu que le blanc soit une couleur, et le plus dense qui va être le rouge. Hein, et ça, on peut amener, pour comprendre un peu ce mouvement-là, on peut le regarder par rapport à un feu. Hein, on prend un feu de cheminée, on regarde un feu, tu mets des bouts de bois, hein, puis tu regardes à la base du feu, la braise, où ça bouge, c'est très rouge, il y a un rouge très particulier. Mais de ce rouge sort du jaune. Le jaune qui est la couleur du deuxième chakra, de la race sacrée. Quoi. Et on peut le regarder visuellement. Après, sort des petites flamèches, souvent, orangées. C'est beaucoup plus orangé déjà. Et là, on est tout de suite sur le chakra du plexus solaire. Hein, on est dans le chakra des rêves, etc. Et puis après, quand on regarde bien le feu, l'orangé, on voit de temps en temps des petites flamèches vertes. Mais ça ne dure pas longtemps, vertes, quoi, comme ça. Et qui sont celles du cœur. Moi, je ne partage pas trop ce point de vue, hein, comme je te l'ai dit. Hein. N'importe qui dessine un cœur, ne peut pas le dessiner vert. Il va le dessiner rouge, ou rose, peut-être orangé encore, ou brun. Mais vert, non. Moi, pour moi, le vert, c'est la respiration, je te dis, hein, c'est plutôt associé à la forêt, le poumon de la terre, hein, et c'est assez facile d'assimiler l'idée du vert en termes vibratoires à celui de la respiration. Mais disons que dans la tradition de la couleur des chakras, on dit que le vert est la couleur du chakra du cœur. Et puis après, quand on regarde un peu un feu, on voit aussi sortir des flamèches encore plus hautes, qui sont violettes, et on voit tout de suite tout en haut des crêtes blanches. Mais ce qui est marrant, c'est que les crêtes blanches, on les voit aussi au cœur du feu. Il suffit d'aller chez le forgeron, de voir travailler la ferraille à fond, et au cœur, si on regarde bien le cœur de la flamme, on verra que c'est blanc. D'ailleurs, comme si, quelque part, la lumière se retrouvait par le passage de l'ombre. Hein, dans toute la lignée, elle est là. Alors, elle est plus ou moins dans son expression, mais elle est là tout le long. On n'est pas dans la nuit. La nuit, c'est autre chose. On va dire que la nuit, ça serait, pour une personne, ça serait être dépossédé totalement de sa propre être. On appelle ça les gens qui sont possédés, qui sont... eux peuvent être dans la nuit, totale. Ils ne sont pas dans le corps, dans le fond. Du tout. Ils vivent à l'extérieur de leur corps. Bah, même leur corps, quelque part, est guidé par des critères que même tu ne diriges plus rien du tout. Tes pensées, etc. Et il y a beaucoup plus de gens qu'on croit qui sont possédés. Hein, tous les gens qui sont dans la hantise de décevoir les parents, les grands-parents, la chérie, bref, peu importe. Et ce truc, il devient une obsession, qui devient même carrément une organisation totale intérieure. On s'organise totalement par rapport à ce regard qui n'est pas toi. Alors on sait les secrets de famille qui sont souvent terriblement destructeurs lorsqu'ils sont livrés chez les gens. Quoi, hein. Puis des fois, il y a des secrets de famille qui durent à travers des générations. Et c'est une façon d'être possédé, c'est une façon d'être quelque chose qui n'est pas toi, qui ne t'appartient pas. Et donc, quand on regarde un peu, pour en revenir à l'histoire des chakras, comme je te disais tout à l'heure, si lorsque quelqu'un ferme les yeux, qui se met un peu bon, bref, il se sent à poil, et qui regarde un petit peu, souvent, quand on s'endort, c'est pas rare, quand on ferme les yeux, il y a des points qui arrivent, des points de lumière, puis dès qu'on commence un peu à se centrer, plus simplement, c'est pas rare qu'il y ait des grandes taches de lumière, des vagues de lumière qui arrivent. Une sorte d'ambiance colorée dans laquelle, à un moment, on commence à rentrer, à pénétrer ce que j'appelle moi le silence, commencer à rentrer dans notre propre immobilité. Et à un moment, là, il y a des... Et selon la coloration de cet espace-là, on peut connaître à peu près, quelque part, la partie de notre corps physique et éthérique qui est la plus excitée dans l'instant. Hein, donc, si tu as, par exemple, une ambiance très rouge,
On pensait quelque part que tu es très dans la terre, hein, très dans la matière. Hein, tu es dans ta chair, tu es dans le corps physique. Et c'est bien pour ça qu'on dit qu'on emploie le mot rouge pour aller avec la colère, qu'on emploie le mot rouge pour aller avec les émotions telles que la honte, etc. Et je pense que, bon, dans d'autres langages, il y a une autre manière de le dire, et les couleurs aussi sont certainement assimilées autrement, mais le fonctionnement fonctionne pareil, quoi. Il est vrai que les couleurs qui sont perçues sont quand même liées aussi, quelque part, à notre culture, hein, à notre propre éducation. Ce n'est pas des couleurs qui sont inhérentes, propres à... Les couleurs appartiennent à la lumière, mais la manière de les voir appartient à notre culture. C'est vrai que la lumière est composée de... On dit en gros, on garde sur l'arc-en-ciel, 7 couleurs principales, hein, qui vont du rouge à l'indigo. C'est les spectres, ce qu'on appelle les spectres lumineux, quoi. La connaissance, l'interprétation, le milieu dans lequel on vit, quelque part, a une incidence sur la façon de percevoir tel type de couleur ou autre. Je donne par exemple, en Europe, le noir c'est synonyme de deuil, en Asie c'est synonyme de mariage, d'union, plutôt de quelque chose de léger. Donc j'imagine bien que si un Chinois, quelque part, il voit tout noir, c'est que ça va très bien chez lui, quoi. Si nous on voit tout blanc, donc on voit bien quand même que la culture joue à une grosse incidence. Et donc je suppose que dans sa perception éthérique, hors corps, dans son non dans ce qui ne se voit pas avec les yeux physiques, mais qui se voit avec les yeux, soit le troisième œil, soit ce que j'appelle le regard des sens éthérique, la couleur que tu vas percevoir va être liée à ta culture. D'abord, ça veut dire que ça joue avec le psyché. Tu sais, si, mettons, en Chine, le noir, c'est le mariage, puis que nous, ben, le blanc, ben, c'est ça, c'est le mariage. Ça part de la psyché aussi. C'est que peut-être dans sa psyché, vu que le noir, ben, c'est signe de beauté, ça va l'influencer à quelque part. Quand tu auras besoin de beauté, tu iras chercher cette couleur. Oui, c'est ça. Et ça, mais l'être humain, quelque part, qu'il soit chinois ou qu'il soit occidental ou américain, peu importe, européen ou américain ou africain, on a quelque chose de commun plus grand. Qui est effectivement, nous avons cette capacité de vivre dans notre corps physique et de vivre aussi dans l'aspect non visible de notre propre être, que sont les rêves, que sont l'imaginaire, les sentiments, toutes ces choses-là, qui sont essentielles, qui sont même les premiers mouvements de l'être, et qui n'ont strictement rien à voir avec le corps physique. Mais la matière nous donne un apprentissage de ces espaces-là, du fait de l'expérience de nos anciens, du fait du milieu culturel dans lequel on vit, et qui fait qu'à un moment on interprète. Oui. On va interpréter notre état d'être par rapport à ces outils qui sont reconnus comme étant valides et représenter telle et telle chose. Donc c'est pour ça que lorsque je parle des couleurs, moi je parle avec des occidentaux, avec, je dirais, la règle commune et acceptée de tous. Hein? La règle universelle. Ben, celle des chakras dont je parle, c'est plutôt celle qui a été reconnue d'une certaine façon. Je ne suis pas un grand spécialiste de qui a fait quoi au moment et quand et où. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a d'autres qui interprètent ça autrement. Et le tout, c'est que lorsqu'on échange un langage entre deux êtres humains, et qu'on veuille éventuellement exprimer par les mots ou par la pensée quelque chose de précis, il est important que ces mots, quelque part, portent pour les deux qui échangent le même sens. Oui, officiel. À un moment, il s'agit déjà de faire le point. Moi, si l'autre il est anglais, moi je suis français, et qu'on maîtrise ni l'un ni l'autre la langue de l'un et de l'autre, on aura du mal à discuter de grand-chose. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas communiquer, loin de là. Mais pas sous cette forme-là, en tout cas. Et donc, moi, je fais souvent l'expérience, quand je m'endors le soir, c'est toujours nécessaire pour moi, quand je m'allonge, je ferme mes yeux, et je commence à chercher le première image qui arrive, premier point, je vais le fixer. Et en fixant ce point, ça me permet de vider mon mouvement de pensée complètement, en restant le plus... Alors le point, il bouge au départ, toujours un peu, mais à un moment, j'arrive à rentrer dedans, dans la totalité de mon être, et bien souvent, je traverse ce point de lumière pour arriver dans une ambiance, et selon la couleur de l'ambiance, je sais quelque part
ce qui travaille en moi. Si je vois tout de suite que quand j'ai réussi à me stabiliser un petit peu, ce qui va quand même relativement vite, qu'on a l'habitude, hein, quelques minutes, voire même moins que ça, hein, peut-être même quand c'est bien aligné, 15-20 secondes, et puis ça y est, je suis déjà posé là. Et je parle bien, moi, je parle pas d'une pensée. Je parle vraiment de quelque chose de visible, que je vois réellement. Quoi, hein. Conscient de le voir. Je suis vraiment dans le plan, Oui. dans les autres corps, qui n'est pas le corps physique, hein, qui sont aussi les corps les plus essentiels avec lesquels on vit, et qu'on ignore le plus. Hein, et qui justifient, entre autres, je fais une désération, mais enfin, qui justifie tous les soins énergétiques qu'on fait pour apporter justement un mieux-être au corps physique qui est souffrant. Et le corps physique qui est souffrant, souvent parce qu'il y a une psyché qui l'est elle-même. Donc moi, souvent, quand je m'endors, je me fixe, je tombe sur cette ambiance-là, et là, si je suis sur, par exemple, une ambiance un peu rouge, je vais commencer à l'observer, voir si elle se maintient, et puis là, tout de suite, je vais essayer de prendre un détail au sein même de cette... Puisque je sais que là, quelque part, c'est que j'ai mon racine qui est très excité. Si je vois que c'est rouge, très rouge en dominante. Et donc, manière à moi de le réguler, c'est d'arriver justement à ce que l'espace coloré dans lequel j'évolue de façon éthérique arrive à une couleur qui est la couleur de l'harmonie, qui est la couleur de la pureté, qui est la couleur du blanc, qui est la plus compliquée à obtenir. Et je vais aller chercher dans ma scène encore un détail, un point sur lequel je vais encore traverser. Et en faisant ce mouvement plusieurs fois, dans un délai plus ou moins long, je dis ça peut prendre quelques secondes comme quelques minutes, j'arrive à un moment à rééquilibrer l'intégralité de ma ligne chakratique, voilà, en ayant fait une sorte de soin guérison, et qui peut garantir très efficace. Et qu'on peut faire ça quasiment toute la journée. On peut très bien, bon, je sais pas si au bureau, parce qu'il faut quand même pouvoir se poser un petit peu, et que lorsqu'on est vraiment dans l'immobilité, dans le silence, c'est évident qu'on n'est plus on perçoit plus rien autour de nous, quoi. Mais bon, si on peut, dans le bus, on veut mettre les trucs, écouter, machin, se poser un peu, et c'est un petit exercice là, que j'aimerais développer et montrer, j'ai déjà montré à plusieurs personnes. Et développer cet exercice qui est un exercice relativement simple et qui apprend quelque part à réguler très très vite son mouvement énergétique au niveau de ses chakras. En sachant qu'il n'est pas important pour quelqu'un qui prend conscience au début de cette réalité de son être, d'aligner tout ça à la perfection. C'est pas une question d'être moi je suis pur. Non, on est des humains, on est dans la matière, on a encore besoin de pas mal d'expérience pour arriver encore à s'alléger, quoi, en fait, hein, alléger la matière, faire pénétrer la lumière. Mais disons que ça peut permettre à prendre conscience un petit peu de son état d'être, et petit à petit, si la conscience est là, sans chercher les mots de pensée, la conscience c'est de la lumière, c'est la façon de c'est voir la conscience. Si quelque part tu commences à voir les choses, la lumière fait son œuvre toute seule. Hein, c'est pas, on peut s'aider avec des pensées, mais c'est pas nécessaire. C'est juste d'être présent à ce qui est et de laisser agir. Et ça permet d'avancer. C'est un peu la façon dont aujourd'hui, je dirais, ceux qui sont les plus avancés, peut-être un peu sur ce type de soins, et qui n'ont pas peur de perdre leurs patients, bien au contraire, c'est un peu la façon dont on amène un petit peu les soins thérapeutiques autres que la médecine classique, qui est de ne pas chercher à obtenir de résultats, de ne pas chercher à les comprendre, juste accueillir et accepter quelque part que ça puisse exister et que ça fonctionne. Si on arrive à porter cet accueil total de cette réalité-là, ça fonctionne. C'est comme un médecin intérieur. Exactement. Un médecin intérieur. Oui, et encore, même médecin intérieur est encore un peu galvaudé, parce qu'intérieurement, il n'y a pas de malade. Vu de ton point d'immobilité, tu n'es jamais malade. Tu es en train de vivre une expérience qui te permet de croître. Donc, de croître plus ou moins vite, mais puisque l'objectif est quand même malgré tout, à un moment, que l'humanité dans son ensemble, et non pas toi dans ta particularité,
l'humanité dans son ensemble arrive à transcender, en fin de compte, ce qui la lie à la matière, c'est-à-dire le corps de chair, pour arriver à un jour se libérer de la matière, pour devenir un être beaucoup plus subtil, beaucoup plus, bon, bien sûr, un être éthérique, un être qui peut avoir des formes et des formes de type énergétique, de manière à continuer son plan d'ascension, parce que là, ça ne s'arrête pas là. Moi, je suis totalement, quand je regarde le ciel, dans les belles nuits étoilées, chaque étoile que je regarde, je me plais à penser que ça puisse être un atome d'un être gigantesque qui est au-dessus de moi. Et on me dit que tout ça, c'est infini. Là, donc, Ouais. on imagine bien que... Mais ça, c'est un petit peu la méthode aujourd'hui, peut-être la plus sage, qui permette aux hommes de pouvoir enfin reconnecter, je dirais, surtout dans notre civilisation moderne, l'équilibre de leur corps physique, leur capacité de s'auto-guérir, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. On vit dans un monde où on a rendu les médecins quasiment les rois de la société. T'as un toubib qui bosse pas mal, 100 000 euros, 1 million d'euros par mois, enfin du n'importe quoi. Ça, pour en plus mettre à genoux, grosso modo, tous leurs patients. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a urgence. Oui, il y a vraiment urgence que les gens reprennent conscience qu'ils ont leur propre pouvoir, qu'il n'y a jamais personne qui peut te guérir, si ce n'est l'acceptation que tu en as de le faire. Hein, quelqu'un qui a décidé de partir, on le sait, tu peux lui mettre tout ce que tu veux dans ta médecine, dans tout ce qu'on veut. Et, bien sûr, tu peux le forcer à se nourrir, tu peux le tenir électriquement un peu avec un cœur qui bat et tout, mais quand c'est parti, c'est parti. C'est pas la médecine qui est rien du tout. Le pouvoir de la médecine, et j'ose employer ce mot-là, c'est quand même la capacité d'empoisonner plus ou moins les gens. On dira qu'une bonne médecine, c'est un empoisonnement doux, puis une mauvaise médecine, c'est un empoisonnement brutal. Mais l'un dans l'autre, tant que quelque part, un thérapeute prendra le patient comme une ressource pour son propre profit, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir s'en sortir. Moi, je vois ça dans le sens qu'un patient, pour moi, c'est... d'abord, c'est pas un patient, c'est un frère, une sœur avec qui on échange une vibration, on crée une sphère à deux, une bulle, dans laquelle on va commencer à échanger des vibrations et on va essayer de s'harmoniser. Alors, il ne s'agit pas, je ne veux pas dire par là que le thérapeute doit accueillir le danse de l'autre et que l'autre va accueillir que ton lumineux, ça ne marche pas comme ça. Ça marche dans les deux sens. Soigner l'autre, c'est aussi accepter quelque part d'emporter un peu la charge. On n'est pas suffisamment libre encore pour pouvoir être totalement anodin dans la rencontre. La rencontre, elle est là. Mais si tout le monde pratique de même, il arrive à un moment que même ton patient qui vient te voir, lui aussi t'enrichit. Il t'apporte aussi, lui, de sa propre humanité, de sa propre présence, de sa propre expérience. Et c'est cette alchimie-là qui fait que, quelque part, si le thérapeute n'a pas peur de perdre son patient et donne les outils, parce que, moi, je vous parle de choses, au début, première fois qu'on m'a parlé de chakra, j'avais près de 50 ans. J'en avais vaguement entendu parler, mais bon, voilà, c'est tout, aucune idée de tout ça, quoi. Hein, j'ai essayé de me contenter à comprendre que le monde pouvait être quasiment dimensionné dans mon corps physique, et puis c'est tout, quoi. Et puis que l'imaginaire, c'était les pensées. Bon, c'est vrai que j'étais artiste un peu toute ma vie. J'ai pu voir que c'était autre chose, mais quand même, je n'ai pas de réponse. Aujourd'hui, on les a, ces réponses. Il est urgent aujourd'hui, oui, voilà, d'apprendre à... Oui, il est urgent d'apprendre à ne plus être malade. D'arrêter de se complaire dans la maladie. J'aime ça, répétez à cette phrase. Oui, il est urgent aujourd'hui d'apprendre à ne plus être malade. Oui. D'arrêter de se complaire dans la maladie comme étant une sorte d'expression sociale qui joue sur des tas de choses et au résultat des courses, en fin de compte, qui ne font qu'alimenter des vibrations très basses et très denses. On dit toujours qu'en spiritualité, on choisit un scénario de vie sur lequel on expérimente quelque chose. Quoi qu'on fasse, la maladie, il y a beaucoup de gens qui sont, comment je dirais ça, c'est terrible, malades pour qu'on s'intéresse à eux, ou pour qu'eux-mêmes s'intéressent à eux-mêmes. Moi le premier. Moi le premier, je peux très bien arriver à aller jusqu'au bout de la bêtise
pour me dire stop, ça suffit. Bon, je vais arrêter de fumer. Tu ne peux plus tousser, tu n'en peux plus. Donc on a cette capacité à un moment de se rendre malade pour essayer de reprendre contact avec soi, voilà. Je pense que cette voie, on peut en sortir. On peut en sortir à partir du moment où justement dans cette nouvelle conscience qu'on a des soins, qui est celle réellement du partage de la rencontre et rien d'autre. C'est pas le thérapeute, le patient, moi je sais, toi t'es rien. Et je vais t'exprimer exactement comment que ça fonctionne et puis un petit billet à la fin. Donc là, c'est vrai que je fais cette vidéo parce que c'est possible que je la mette en ligne hein, avec Loulou qui est assise dans le canapé. Là. Elle veut pas que je la filme, mais c'est normal en pyjama. Non, mais je fais cette vidéo aussi, c'est parce que là, je pense que je vais me remettre un petit peu à refaire des soins radiesthésistes parce que moi, je fais de la radiesthésie depuis quand même pas mal d'années. Et j'ai pratiqué pendant un temps, j'ai beaucoup aimé. Puis après, j'ai un peu abandonné parce que je commençais à me poser des questions, thérapeute, pas thérapeute, machin. Je m'apercevais que des gens qui avaient un petit peu de sous, bon, ils pouvaient venir t'emmerder toutes les semaines, passer 1 heure avec toi pour que tu leur secoues le pendule, et puis tu leur dis, ouais, ça, puis ils repartent, et puis ils reviennent. Bon, bref, je sentais que mon travail ne servait pas à grand-chose. Enfin, dans l'instant, et vu comment je voulais un petit peu chanter, je n'étais pas encore totalement équilibré là-dedans. Je n'étais pas encore totalement en harmonie avec moi-même. Et je pense qu'il y a pas mal de thérapeutes qui ne le sont pas avec eux-mêmes. Moi, j'en connais. Hein. Je connais des thérapeutes qui prêchent à la longueur de journée l'amour et compagnie, qui sont des vrais cons. Méchants comme des teignes, avec leurs faillis. Ben oui, j'en connais. Hein. Et les gens, c'est toujours... quand tout va bien, je veux dire, au niveau pognon, au niveau affectif, quand tout va bien, c'est facile hein, de parler d'amour quand tout va bien. C'est quand ça sert un tout petit peu, qu'il y a, je sais pas, voilà, ce qu'on appelle les grandes vagues de l'émotion, qui passent dans ta vie, c'est là où on voit exactement qui tu es. En tout cas, cet aspect de toi-même est là. Et bien souvent, il est dominant. Et donc, moi, j'ai voulu transcender un petit peu ça, essayer de trouver une façon d'exprimer et ma spiritualité et mon approche des soins radiesthésistes énergétiques de façon cohérente par rapport à tout ça. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est de me mettre réellement au service de la personne que je rencontre afin de lui montrer une voie que j'ai expérimentée et qui permet de pouvoir apporter, en tout cas je l'ai vu pour ceux pour qui ça marche, vraiment une très belle qualité de soins, on va appeler ça soin au début, puis après on appellera ça plutôt d'entretien, d'entretien de soi-même, hein, voilà, mais sur un plan énergétique. Hein. La maladie n'est ni plus ni moins qu'un symptôme de quelque chose qui est déjà bien ancré en soi, qui ne nous appartient pas particulièrement. Ça peut appartenir à l'histoire, à la famille, à la tribu, à la forme physique, enfin j'en sais rien moi. Il y a plein de choses hein, qui nous guident. Hein. Il y a pas... Les hommes ont souvent tendance à croire je pense, donc ben, d'abord il y en a peu qui pensent. Ils répètent beaucoup de choses, mais ils pensent à rien, ils ne pensent pas du tout. Hein. Et puis notre capacité à travers la pensée d'agir sur ce qui est très très faible. Très très faible. C'est parce que nous sommes nombreux qu'on fait beaucoup de bruit, qu'on a le sentiment qu'on bouge les choses. Mais... C'est de se réapproprier son corps, de sentir ce qui se passe dans notre corps. Puis, il y a des gens que... Avec les autres, automatiquement. C'est quand même soi et les autres. Oui, oui, soi et les autres. C'est par les autres, des fois, qu'on est comme des guérisseurs comme toi, que par la conscience qu'on développe, qu'on est capable d'aller voir dans notre corps comment qu'on se vit aussi. Par justement des prises de conscience, puis c'est par un effet de domino, si je peux dire comme ça, là, que aussitôt que
Là, oui. Ah, ben oui, ça, ben oui, que non, j'avais jamais remarqué ça. Je savais pas que ça faisait ça dans mon corps. Puis, ben oui, j'ai déjà vu ça, sauf que j'ai pas porté attention. Ben, le pas porter attention, justement, c'est que toi, tu vas arriver, puis la personne, elle arrive, elle dit ah, ben oui, c'est vrai, c'est ça, c'est comme ça. Là, mais en ayant souvent des consultations, puis tout ça, c'est comme un effet domino qui fait que là, je vais me prendre un exemple, je vais arriver, puis devenir plus consciente des éléments qui m'entourent, qui fait qu'il y a un impact sur moi que au départ, j'avais même pas conscience. Puis je vais réapproprier mon corps tranquillement, je vais l'apprivoiser, je vais l'aimer, puis je vais m'apercevoir que là, ben oui, regardons ça, je vais faire des liens aussi, tu sais, par rapport à des événements qui sont arrivés, puis que là, dans mon corps, je chantais des choses, puis là, je comprenais pas ou j'en avais complètement pas conscience. Puis c'est ça le chemin, c'est ça la voie de pouvoir se rentrer dans notre cadre physique pour solutionner bien des choses extérieures à nous qu'on ne voyait pas. Puis il n'y en a pas beaucoup. Oui, il y en a des personnes qui sont capables de faire ça, d'aller puis chercher chez les autres êtres humains comment faire. Mais en conscience, on est au début. Puis on est au début. Puis je crois que ben c'est. Ah oui, c'est primordial de commencer à quelque part d'en parler puis d'aller vers ce chemin-là. Puis toi, Laurent, ben c'est ça, tu l'as fait, tu as fait ce chemin-là, tu as vécu des expériences. T'étais une personne qui a vécu plein d'expériences, puis assez loin dans pas mal de domaines, que tu es capable d'accueillir plein de gens sans jugement, parce que justement, tu as vécu ces expériences-là. Quelqu'un qui a vécu plein d'expériences, là, qui n'a pas été facile, est plus capable d'accueillir d'autres personnes qui sont dans souffrance, justement, parce qu'il les a vécues. Il sait c'est quoi, il est capable de ressentir, puis il sait de quoi l'autre parle. Tandis que quelqu'un que ça a toujours été beau, rose dans sa vie, il est capable d'accueillir, mais jusqu'à une certaine limite, parce qu'il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre la souffrance, il ne peut pas comprendre le mal-être de l'autre personne parce qu'il ne l'a pas vécu. Et ce qu'il faut, c'est aussi, je vais un peu dans ton sens, mais c'est la diversité des expériences qui compte. C'est pas, tu peux très bien avoir fait l'expérience dans ta vie de violence toute ta vie et haïr quelque chose qui représente le mouvement de cette violence. Je vais prendre l'exemple typique des gens qui ont de la haine envers les pédophiles. Bien sûr, moi j'ai aucune compassion envers les pédophiles. Mais j'oublie pas une seule chose, c'est que si on a des frères et sœurs qui sont pédophiles, c'est que l'humanité en soi, quelque part, parce que ce sont des humains, et je suis un humain, nous sommes des humains, on a encore en nous, quelque part, ce mouvement. Ça existe, puisqu'il y a un frère humain qui porte ça en lui, c'est-à-dire cette agression envers un enfant de façon sexuelle. Donc moi je préfère me questionner plus sur ce regard-là, et regarder en quoi ça me touche moi personnellement. Si quelque part je réagis violemment par rapport à ça, c'est peut-être que quelque part, moi avec la pédophilie, j'ai pas tout réglé. Et si par contre aujourd'hui je suis assez comment je dirais, assez libéré pour pouvoir regarder ce monde-là, c'est parce que j'ai rencontré les pédophiles condamnés. J'ai suivi des gens, bon bref, et force est de constater que hormis l'acte pédophile, ce dont pourquoi, entre autres, j'ai rencontré des gens et qui avaient été condamnés, il y a les personnalités des gens. Et j'ai pas trouvé un caractère spécifique à la personnalité qui détermine la pédophilie. Par contre, j'ai trouvé, en me questionnant un petit peu là-dessus, que l'humanité dans son ensemble avait quand même tendance à faire porter un petit peu, je dirais, le fantasme sexuel sur le dos des enfants. En habillant nos gamins quasiment avec le pantalon moitié des fesses, nos jeunes filles avec des strings qui montrent
qui montent leur cul en faisant l'apologie de la jeunesse à tout prix et en refusant par la mode et en refusant le fait de vieillir, etc. On voit bien que notre civilisation a tendance à ne regarder plus que dans un sens. Ce qui est beau, ce qui est bien, là, c'est les jeunes, plus jeunes, plus jeunes, plus jeunes, plus jeunes. Et après, bah oui, évidemment, oui, voilà, notre civilisation génère quelque part. Et je pas, bon bref, ce que je veux dire par là, c'est le fait d'avoir approché ce milieu d'expérience m'a permis de me poser la question avec suffisamment de recul et donc de développer à travers une expérience une connaissance. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans l'expérience avec du savoir. Oui, exactement. Ils ont appris, on leur a dit. Oui, exactement. Et donc, la boîte, elle est fermée. Oui. Et dans l'expérience, ils veulent la mesurer que par rapport à ça. Oui. Pas par rapport à leur propre être qui sont dans l'expérience. Oui, ce gars-là, il est pédophile, mais en ce moment, je suis en train de passer un bon moment avec lui. Puis. T'es désolé, mais voilà, alors qu'est-ce que je fais je me coupe la tête, je coupe la tête. Non, il y a autre chose. Donc, c'est pas ce que je voulais dire dans la qualité de la diversité des expériences. Puis aussi, c'est ça là que je voulais, c'est ça aussi que je voulais exprimer. Tu as mis les bonnes paroles. L'expérience. Il y en a l'autre, c'est le savoir. Dans les soins énergétiques, c'est la même chose. Dans tout, hein. C'est l'expérience, puis c'est le savoir. Je ne veux pas disqualifier personne, là, loin de là, là. C'est que quand on a seulement le savoir, puis qu'on n'a pas les expériences des soins, on ne peut pas amener des personnes plus loin que où ce qu'on a été nous-mêmes. Ah oui, donc, que quand on a l'expérience, on a le savoir et on a l'expérience, là, on peut amener les personnes aussi loin que nous, on a été. Parce que là, c'est comme à l'infini, ça. On parle de soins énergétiques, on parle d'énergie. Puis l'énergie, ben c'est un monde qui est vaste puis qui est grand. Puis c'est là aussi qui est le fun parce que on se rejoint sur des plans qu'on s'alimente. À un moment donné, ça devient que le patient, si on peut appeler un patient, là, j'aime pas cette expression-là, mais en tout cas, que la personne qui est en soins avec nous vient un certain temps qu'on peut se nourrir aussi. Parce que l'autre peut nous apporter, nous apporte autant que nous, on peut donner. C'est ça que je voulais exprimer. Ce que tu viens de dire, c'est exactement la synthèse. C'est être capable, voilà, de... une rencontre, c'est un tout. Oui. Si je suis pas là et que tu n'es pas là, ce nous que nous formons dans l'instant n'existe pas. Oui. Et si ce nous qui existe dans l'instant, il est riche de nous deux. Et il n'y a pas une question qu'il y en a un, même s'il y en a un qui a, par rapport à quelque chose qui a 99% et l'autre à 1%, malgré tout, sans le 1%, c'est pas là. Donc tout se vaut. Oui. Et donc cette capacité de pouvoir être dans l'interaction, enfin, interaction énergétique, disons. Hein, oui. Prendre conscience de ça, c'est important. Puis j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, effectivement, on ne peut pas aller au-delà, en fin de compte, de ce qu'on a expérimenté soi-même. Après, on est dans le savoir, on est dans le gars en haut du bureau. Silence. Je veux voir qu'une tête, je veux expliquer la bonne parole. On voit ça à l'école, on voit ça dans les églises, on voit ça à l'armée, en politique. Je suis Charlie, enfin bon, bref. Ça, c'est une autre histoire. Ouais, mais bon, je suis plus fort que moi, j'ai obligé de le dire. Moi, je suis Dieudo. Ouais, fermez la parenthèse. Là, ça va être censuré. Oui, donc cette vidéo là que j'avais lancée un peu ce matin, comme ça, à l'improviste, on a fait ça comme ça. C'était un peu, oui, voilà, donc pour parler un petit peu que j'allais me remettre à faire des soins thérapeutiques, énergétiques, radiesthésie. Je vous ferai un petit peu bientôt là, un peu de travail au pendule devant la webcam, ça va en faire sourire certains, mais bon, on verra ce que ça apporte et s'il y a moyen de développer cet aspect des choses. Je suis fière de toi. Ah, bon, moi aussi. Fière de toi, du don de ta personne. Ça prend de l'humilité, puis ça prend beaucoup aussi du don de soi pour pouvoir apporter aux autres. Tu as apporté un mot là qui est très important, c'est l'humilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est, comme moi, quelqu'un qui s'est fait, on va dire, tout seul, bon, j'étais à l'école jusqu'à 18 ans, mais bon,
Moi, l'école ne m'a pas fait. Au début, oui. On a tendance après à manquer des fois, parfois un peu d'humilité, parce que justement, on construit entièrement le monde que par rapport à nos propres expériences. Et on a tendance à donner peu de crédit, en fin de compte, au savoir que peut représenter l'expérience d'autres. Et à un moment, il faut prendre conscience que être capable de lâcher prise aussi par rapport à l'accueil de l'expérience d'autres, et qui sont aussi valides, mais que souvent je préfère prendre après avoir expérimenté moi-même les choses qui m'a valu des coups de pompe dans le cul, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais ensuite aussi quand même de valider donc le travail exprimé d'autres personnes sous la forme d'un savoir. Donc les autodidactes en général, ce qu'ils doivent travailler beaucoup, ce qui est mon cas, et que j'essaie de faire, c'est l'humilité. Ça c'est peut-être la chose à quoi faut en être conscient. Et je trouve que c'est bien que tu l'aies rappelé. Bye bye les amis. Merci Laurent. Merci Loulou. Oh wow, j'accueille. Voilà.